il est attesté dans ce rapport final que des officiers rwandais, même de très haut niveau, ont apporté de l'aide militaire au M23 et l'ont renforcé de manière permanente, ce qui conforte la thèse de l'agression de notre pays par le Rwanda, ce qui détruit la thèse selon laquelle il s'agirait d'une rébellion de Congolais contre leur gouvernement, donc d'une affaire congolo-congolaise. Même les fameuses unités spéciales des Rwanda Defense Force, dont nous avions parlé il y a quelques mois, qui étaient stationnées dans certains points du Nord Kivu pour des opérations conjointes avec les FARDC et dont on avait mis en scène, souvenez-vous, une opération de retour au bercail, même ces forces-là sont citées par la dernière version du rapport comme ayant servi de canal pour fournir une aide clandestine substantielle à la pseudo-mutinerie du M23. Aujourd'hui, toutes les thèses attestant de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sont donc confirmées. Le rapport de l'Organisation mondiale dit, entre autres choses, qu'il y a eu des recrutements de centaines d'enfants, filles et garçons, dans des villages rwandais, pour le compte du M23, sous la supervision directe du ministre rwandais de la Défense. Le rapport dit qu'il y a même eu des levées de fonds en faveur du M23, organisées par des membres du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir dans ce pays. Il dit que la plupart des blessés du M23 sont soignés dans un centre médical situé à l'aéroport militaire de Kanombe, dans la capitale du Rwanda, et que des éléments du M23 qui succombent au front sont souvent enterrés par des soldats des forces gouvernementales rwandaises. Ceux qui voulaient encore croire en la bonne foi du Rwanda s'interrogeaient néanmoins sur ce que le Rwanda faisait de tous les criminels congolais qui avaient trouvé refuge sur son territoire. La dernière version du rapport apporte quelques réponses à cette question. Ainsi, l'ex-général Bosco Ntaganda reste, selon les auteurs du rapport, le plus haut commandant des prétendus rebelles. L'ex-colonel Rosandisa, alias Makenga Sultani, étant le responsable des opérations et de la coordination avec les groupes armés alliés au M23. Laurent Nkunda, oui, Nkunda, dont on a fait croire qu'il était assigné à résidence au Rwanda, a même pu se rendre à Runyoni, à la frontière, pour une visite aux troupes du M23 auquel il a prodigué des encouragements. Selon le rapport, il est indiqué noir sur blanc dans ce rapport que les minerais exportés par le Rwanda proviennent du sol congolais, essentiellement des coopératives minières artisanales installées à l'est du pays. C'est donc en toute illégalité que ces minerais sont vendus à l'étranger. Mesdames, Messieurs, s'agissant des accusations proférées parfois contre les forces armées de la République démocratique du Congo, le rapport en contient. Le gouvernement en a tenu compte. Le rapport note toutefois que quelques collaborations de circonstances ont été observées dans certains cas entre quelques éléments isolés des forces armées de la République démocratique du Congo et des responsables des FDLR. Cependant, poursuit le rapport, il n'existe pas de preuve d'une coopération entre les FDLR et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Pas plus tard que ce matin, les positions des FARDC dans la zone de Kibumba ont été massivement attaquées par des éléments du M23 qui ont occupé la petite localité de Gisiza, à proximité de la frontière avec le Rwanda.
Les forces armées de la République démocratique du Congo font leur devoir. Ils résistent, ils endiguent, ils contiennent cette agression. Et au moment où nous parlons, 6 corps des assaillants en tenue des forces loyalistes rwandaises ont été retrouvés sur le site. Le ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, a annoncé la suspension de sa coopération militaire avec Kigali. Les pénales sont suspendues sur la tête de quiconque entretiendrait des rapports commerciaux avec ce criminel. De son côté, l'Organisation des Nations Unies a émis à l'encontre du même officier rebelle une interdiction de voyager et un gel des avoirs pour violation de l'embargo sur les ventes d'armes décrété par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue ces sanctions qui constituent à l'évidence un signal éloquent des nouvelles dispositions de la communauté internationale sur les problèmes sécuritaires qui assaillent injustement notre pays, la République démocratique du Congo, depuis plus d'une décennie. Néanmoins, force est de constater que les sanctions annoncées par le département américain du Trésor et les Nations Unies contre cet officier renégat sont loin de couvrir l'ensemble des conclusions des enquêtes des experts onusiens qui ont clairement mis en cause, en plus des rebelles du M23 et de leur chef, de hauts responsables rwandais nommément cités. À notre avis, les dispositions pertinentes du droit pénal international au sujet des grands criminels de guerre de ces temps et autres responsables de crimes contre l'humanité indiquent que les auteurs ainsi identifiés des massacres et autres violations perpétrées sur des populations civiles en République démocratique du Congo méritent des poursuites devant la Cour pénale internationale. Le 5e point a trait au dernier rapport sur les droits de l'homme élaboré par une coupole d'ONG congolaises, le Réseau national des organisations non gouvernementales des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, RENADOC en sigle. Il est daté du 13 novembre 2012 et intitulé « 6 mois après l'investiture du gouvernement Augustin Matata Ponyo, quel bilan sur l'échiquier des droits de l'homme ?» Fin de citation. Premier constat, cette déclaration du RENADOC met à contribution des faits antérieurs à l'investiture du gouvernement, dont elle dit pourtant évaluer l'action au cours des 6 derniers mois, qui sont la seule période de son existence. Le but étant manifestement d'arriver coûte que coûte à la conclusion qu'aucun progrès n'a été accompli. Il est évident que lorsque on pose une conclusion et qu'on fait tout pour mettre les faits dans la conclusion, on en arrive à distordre même le calendrier sur lequel on travaille. Et cela nous ramène au sempiternel problème de méthodologie qui entache, hélas, bien souvent les prestations de certaines de nos organisations nationales. En effet, ce texte pourtant théoriquement limité aux 6 mois que vient d'accomplir le gouvernement Matata fixe en fait son terminus quo à la période électorale de novembre 2011, 1 an plus tôt. Nous nous permettons de le signaler, non pas dans l'intention de lancer une polémique de plus, mais bien pour appeler à plus de professionnalisme, donc plus de crédibilité dans le service que les nôtres, qui sont actifs dans ce secteur important des droits de l'homme, sont appelés à rendre à la nation. Autre constat, le rapport de RENADOC ne semble guère s'embarrasser de considérations d'objectivité et de neutralité, car il fait délibérément le choix de ne laisser voir à ses lecteurs que le côté vide d'une bouteille qui pourtant ne manque pas de contenu. C'est son droit. D'autres rapports pourtant perçoivent autre chose. Sur le même espace,
et pour la même période. Ainsi, par exemple, alors que le rapport Renadoc dépeint l'espace médiatique congolais au cours des 6 derniers mois comme étant marqué par une répression systématique des journalistes et médias par les services de l'État sous prétexte d'atteinte à la sécurité, on peut lire dans l'ouvrage intitulé « Baromètre des médias africains », publié en octobre dernier par la Friedrich Ebert Stiftung, basée à Windhoek en Namibie, ce qui suit, citation, « La liberté d'expression, y compris la liberté des médias, est effectivement protégée et promue en République démocratique du Congo. Le paysage médiatique, y compris les nouveaux médias, est caractérisé par la diversité, l'indépendance et la viabilité. La régulation de la communication audiovisuelle est transparente et indépendante. » Fin de citation. Alors, qui dit vrai? Mais il n'y a pas que ces curiosités méthodologiques que l'on retrouve dans la déclaration du Renadoc. Elle a des mérites, c'est incontestable. Il y a effectivement des choses qui méritent une attention et nous remercions ce collectif d'ONG pour les avoir relevées. C'est notamment le cas lorsqu'il parle des violences faites aux femmes, qui, selon le Renadoc, ont atteint le seuil du paroxysme dans la partie est du pays, où les femmes sont systématiquement l'objet de violences liées au genre, ainsi que celui du recrutement forcé des enfants dans les groupes armés et autres forces négatives, qui, selon cette source, se poursuit allègrement. Fin de citation. C'est le lieu de rappeler l'engagement du gouvernement de la République à travers ces technostructures, comme les FRDC, qui sont en train de se battre au moment où nous communiquons, la police nationale congolaise, les services de sécurité et la diplomatie congolaise pour endiguer et éradiquer ce fléau qui est essentiellement le fruit d'une agression extérieure. S'agissant de la répression du crime de viol, il faut rappeler qu'elle fait partie de notre arsenal juridique interne, amélioré du reste, avec la promulgation de la loi numéro 6/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, et de la loi numéro 6/19 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais. Le Renadoc affirme aussi que, je cite, « de larges bandes forestières de l'est du pays, allant du sud de Lubero à l'est de Chabunda, en passant par l'est de Walikale, les hauts plateaux de Massissi, de Kalehe, de Kabare, de Mwenga et de Fizi, continuent de demeurer des zones tampons occupées par des bandes armées congolaises et les forces armées étrangères qui ont contraint les Congolais à abandonner leurs villages et leurs biens au profit de leurs activités illicites d'exploitation anachronique des richesses nationales. » Fin de citation. Ceci est tout à fait vrai, mais il ne souligne pas que depuis plusieurs mois, les éléments de nos forces armées s'y dévouent pour sécuriser leurs compatriotes et que cela relève de la volonté politique du gouvernement de faire revenir la paix, une paix durable, dans cette partie de notre pays. Le Renadoc dit à juste titre que la partie est de notre pays, en proie à la guerre, demeure le bastion des violations massives, flagrantes et fréquentes des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Que les habitants de ces zones sont soumis quasi quotidiennement à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Je ne le lui fais pas dire, encore qu'il se trouve dans ce pays des personnes, comme ce compatriote que nous avons entendu sur les ondes de Radio Okapi, affirmant contre toute évidence que la liberté d'opinion et de la presse était mieux respectée dans la zone sous occupation rwandaise que dans le reste du territoire national.
Je signale en passant que malgré la gravité de ces contre-vérités et de la suspicion que ces propos peuvent éveiller sur leur auteur en période de guerre, ce turiféraire des agresseurs de notre pays n'a même pas été interpellé pour ces déclarations, preuve supplémentaire s'il en faut qu'il a menti. En tout état de cause, le rapport définitif du panel des experts des Nations Unies est formel. Les violations massives des droits de l'homme se sont systématisées au Kivu après la création du M23. À la fin du mois de septembre 2012, les Nations Unies ainsi que les ONG internationales des droits de l'homme ont listé 46 cas avérés de viols commis par des éléments du fameux M23. Le rapport mentionne par ailleurs l'exécution extrajudiciaire d'au moins 15 recrues et précise que Bosco Ntaganda et Ruzandiza alias Makenga ont donné personnellement l'ordre d'exécution d'au moins 20 prisonniers. Il renseigne en outre que les éléments des forces armées gouvernementales rwandaises ont exécuté des personnes qui s'étaient échappées des geôles du M23. Le RENADOC se déclare inquiet de la pérennisation et la durabilité des actions humanitaires, ainsi que de la surdépendance de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'aide externe ou des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Cette analyse fait état d'une insécurité bien sécurisée et d'une instabilité totalement stable et indéfinie. Fin de citation. À l'Est. Il conclut que lorsque des actions humanitaires deviennent durables, elles perdent leur cohérence et bloquent tout élan de développement endogène, alors que la RDC est naturellement autosuffisante sur tous les plans. Ces préoccupations sont véridiques, elles sont louables et légitimes. Mais il faut rappeler que la guerre qui nous met dans cette situation de détresse depuis 1998 n'est pas le fait du gouvernement congolais qui, à l'instar du peuple congolais, l'a subi. Nous ne pouvons pas non plus décrier que de l'aide soit apportée aux populations qui en ont besoin, à cause de cette situation d'une agression caractérisée dont le pays est victime. Il y a plusieurs rôles possibles face à cette situation. Le gouvernement assume le sien et porte sa part de responsabilité en mettant tout en œuvre pour enrayer les causes profondes de ces maux. Il ne se cantonne pas dans une analyse parcellaire qui ne résout pas grand-chose dans ce cycle infernal. Notre volonté est plutôt d'en venir définitivement à bout. Sans partager les procès d'intention et autres appréhensions négatives du RENADOC quant à l'issue du procès en cours sur l'affaire de l'assassinat du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya devant la justice militaire de notre pays, nous considérons que la décision de cette organisation, le RENADOC, de rester partie prenante au dit procès, contrairement à la voix des sans-voix, rester donc partie prenante au dit procès en tant que partie civile, et ce jusqu'à l'épuisement des voies de recours au niveau national, est une décision sage pour quiconque tient à favoriser l'éclatement de la vérité qui seul doit primer sur toutes les autres considérations partisanes. Le RENADOC appelle enfin le gouvernement de la République démocratique du Congo à rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda et à lancer des mandats d'arrêt internationaux contre tous les principaux animateurs du M23 et autres forces négatives qui commettent impunément des crimes sur le territoire national. Il faut rassurer le RENADOC que des mandats sont lancés, d'ores et déjà, et qu'en ce qui concerne les relations diplomatiques, il convient de ne pas perdre de vue que même à l'époque de la guerre froide, même en pleine guerre du Vietnam, même pendant la crise de Cuba, les relations diplomatiques avaient été maintenues entre Américains et Soviétiques, qui renforçaient même leurs contacts au moyen de ce que l'on a appelé le téléphone rouge.
le gouvernement décidera, lorsque le moment sera venu, de la nécessité de prendre une mesure radicale de rupture de relations diplomatiques et est ouvert à toutes les propositions. Pour l'instant, le gouvernement n'en est pas encore réduit à cette extrémité. L'objectif de la RDC étant d'imposer la paix dans la région des Grands Lacs et non pas la guerre. Je vous remercie et je me mets à votre disposition. Passons directement au micro pour ce point-là. Monsieur le ministre, RFI, est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur ce qui se passe depuis ce matin à Kibumba? C'est la porte de Goma, c'est tout proche. Et est-ce que vous escomptez que la MONUSCO aide les FARDC à retenir le M23 au cas où ils voudraient entrer dans Goma? Et est-ce qu'il est possible de Napoli? Cyril Milando, Radio Top Congo FM. Monsieur le ministre, j'évoque peut-être un cas malheureux parce qu'il s'agit d'un Congolais. Il y a le cas Jean-Pierre Bemba qui est poursuivi devant la Cour pénale internationale pour avoir envoyé ses troupes en Centrafrique à la demande d'un gouvernement légitime. Pour le cas de notre pays, il y a le Rwanda qui est soupçonné, on peut le dire, les présidents rwandais et divers responsables rwandais ont envoyé ou envoient des renforts au M23 qui commettent des graves exactions au niveau de l'Est de notre pays. Pourquoi le gouvernement congolais ne peut-il pas s'appuyer sur le cas Jean-Pierre Bemba pour que le président rwandais Paul Kagame soit poursuivi devant la Cour pénale internationale? Merci beaucoup. Moi, c'est Benjamin Ogolelo pour le compte de La Colombe. Monsieur le ministre, vous avez fait état de quelqu'un qui a parlé de l'état de la liberté de la presse dans la partie sous occupation et dans l'autre partie république, et vous avez dit que cette personne n'a pas été arrêtée. Est-ce que ce n'est pas une forme d'impunité? Parce que parmi les faiblesses qu'on reproche au pouvoir public congolais, c'est aussi l'impunité. Ce n'est pas le cas pour ce cas-là. Deuxièmement, à propos du RENADOC, vous avez parlé du professionnalisme, de manque de professionnalisme et de curiosité méthodologique. J'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez me donner un peu plus d'éclairage sur ce manque de professionnalisme? Quand le RENADOC parle des différentes faiblesses dans le chef, notamment de la ministre de la Justice et des Droits humains, et ces faiblesses-là, est-ce que c'est cela que vous dites? Manque de professionnalisme ou curiosité méthodologique? Vous pouvez être un peu plus précis à ce sujet? Monsieur le ministre, Jules Mwamba de Raga TV. Monsieur le ministre, est-ce que la fermeture de la frontière à Bunagana lave-t-elle Kampala, qui avait été aussi pointé du doigt par le gouvernement congolais de participer à encourager la guerre dans l'Est? Est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités pour demander pardon, par exemple, des excuses au Rwanda, à l'Ouganda? La deuxième question, est-ce que la République démocratique du Congo va aller jusqu'à fermer la frontière avec les relations, rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, lorsqu'on sait que cette décision peut précipiter l'arrêt de la guerre avec ce pays? Ma troisième petite préoccupation, c'est la nationalité de Sultani Makenga. Quelle est sa nationalité? Est-il congolais ou rwandais? Pierre Briand, Agence France Presse. Vous avez dit que le gouvernement se réjouissait du retour au bercail de M. Kacha, un officier qui s'est rendu à dans les rangs armés. La première question de RFI sur les précisions au sujet de ce qui se passe
à Kibumba, la MONUSCO, quel rôle elle joue, les positions des FARDC à Kibumba. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un événement qui est en train de se passer. C'est le matin que l'attaque a eu lieu, on se bat. Au moment où je quittais mon bureau pour venir ici, je venais d'avoir le contact avec les autorités concernées à Goma et sur le terrain. La MONUSCO joue son rôle d'appui au FARDC. Nous n'avons pas de reproches à faire à la MONUSCO dans cette affaire. Les FARDC également, je vous ai dit, contiennent l'attaque qui a été déclenchée en dehors d'une localité, une petite localité sur la ligne frontalière qui s'appelle Gisiza. Le FARDC ont réussi, en tout cas au moment où je quittais la salle, à nettoyer l'espace qui a été attaqué. C'est après le reflux des forces assaillantes que l'on a découvert les 6 corps d'assaillants qui sont tombés au cours de cet échange de tirs. Mais nous attendons un rapport beaucoup plus complet, bien sûr, à la fin des affrontements qui continuaient au moment où je quittais le bureau, mais nos forces ne se comportaient pas si mal que cela et elles apprécient le concours que la MONUSCO leur apporte pour contenir cette agression et protéger les populations civiles, non seulement à Goma, mais aussi dans les localités en dehors de Goma qui pourraient être menacées par ces attaques. Alors, la deuxième question sur le parallélisme qui est établi par Top Congo entre notre compatriote Jean-Pierre Bemba, qui est à la CPI pour avoir envoyé des troupes à la demande d'un gouvernement légitime. Mais je dirais d'abord que la légitimité d'un gouvernement n'a aucun impact sur la responsabilité pénale que l'on encourt lorsqu'on pose des actes qui sont qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ou des actes de génocide par le droit pénal international. Vous avez beau être un gouvernement légitime, si vous commettez des actes criminels, on va vous traiter comme quelqu'un qui a commis des actes criminels. Alors maintenant, vous dites le Rwanda et l'Ouganda sont accusés d'avoir perpétré de tels actes, mais nous sommes en train de gérer justement ces accusations. Nous sommes en pleine tenue du comité des sanctions des Nations Unies, et vous savez bien que la plupart des pays qui ne font pas partie du statut des Roms ne peuvent être attraits, en tout cas leurs citoyens ou leurs dirigeants, ne peuvent être attraits devant la Cour pénale internationale que par une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous sommes dans la bonne voie. Il est possible que les Nations Unies, constatant la mauvaise volonté de tel ou de tel autre acteur, en viennent à poser le geste qui a été posé vis-à-vis d'un dirigeant d'un pays voisin du nôtre, le Soudan particulièrement. C'est au niveau du Conseil de sécurité qu'a été décidé le fait de déférer un chef d'État, c'était je pense le premier cas, devant la Cour pénale internationale. Donc, donnons le temps au comité des sanctions des Nations Unies de terminer son travail. C'est au début de la semaine prochaine que ce travail va se terminer et nous verrons bien comment les choses vont s'agencer parce qu'il ne dépend pas de la volonté du gouvernement congolais ou de la seule partie congolaise de traîner quelqu'un qui fait partie d'un pays qui n'est pas membre du statut de Rome devant la CPI. Il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut le faire. Donc, notre gouvernement a frappé à la bonne porte. Le dossier est pris en main. Nous attendons les conclusions. Et à ce moment-là, nous pourrons savoir si les Nations Unies ont décidé d'aller jusque-là ou s'il y a d'autres mesures comme le déploiement de la force neutre ou encore d'autres mesures comme les sanctions d'ordre économique bien ciblées qui pourraient résoudre le problème. Donc voilà la réponse à cette deuxième question. La troisième de notre ami Benjamin de la Colombe, est-ce qu'il aurait fallu mettre aux arrêts un militant d'une organisation non gouvernementale qui se spécialise dans la défense de la liberté de presse et de la liberté d'expression parce qu'il a émis des critiques, considérons-les comme déplacées vis-à-vis du gouvernement congolais. Je pense que ça aurait été excessif. Nous pensons que nous avons du répondant, nous savons comment répondre à ces choses-là. Il y a des choses que l'on fait
dans les médias. Nous avons l'habitude de répondre aussi par les médias, c'est ce que nous faisons maintenant. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre par recours à des voies coercitives. Donc nous pensons que c'est la bonne gestion que nous avons, nous dénonçons cela et nous démontrons que c'est faux. Et nous pensons que c'est comme ça qu'il faut agir le plus souvent. Si nous agissons autrement, je suis sûr que vous serez le premier à nous accuser d'une réaction disproportionnée, comme on a l'habitude de le dire. Lui a critiqué, on le met en prison, pourquoi ne pas répondre en usant du droit de réponse? C'est ce que nous faisons. Alors, les déficits de professionnalisme, nous ne mettons pas cela dans le compte des critiques ciblées. On a critiqué le ministre de la Justice, donc on n'est pas professionnel. Pas du tout. Nous considérons que c'est leur travail d'évaluer ce que nous faisons. C'est tout à fait normal. Mais lorsque vous annoncez à votre lectorat que vous voulez évaluer les 6 mois d'un gouvernement, vous n'allez pas prendre des faits qui sont advenus 1 an ou 6 mois avant que ce gouvernement n'arrive pour que cela fasse partie de l'évaluation de ce gouvernement-là. Alors il faut changer l'intitulé de l'étude. Ça ne doit pas être l'évaluation des 6 mois du gouvernement Matata, ça doit être l'évaluation de l'action peut-être de la Troisième République après 2006, et à ce moment-là vous parlez de 2006, de 2011. Mais si vous parlez d'un gouvernement qui a pris ses fonctions longtemps après 2011, vous n'allez pas lui mettre dans l'évaluation des faits qui sont arrivés avant même que personne n'imagine que ce gouvernement existerait un jour. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Ça peut gêner un lecteur pour dire on nous dit une date et voilà que nous nous trouvons avec des faits qui ne concernent pas cette date. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Nous le soulignons parce que nous sommes destinataires de ces rapports. Nous faisons partie du public congolais auquel ce rapport s'adresse. Et nous avons le droit d'évaluer, comme eux aussi prennent la liberté de nous évaluer. Nous évaluons aussi les ONG. Nous pouvons dire quand elles mentent, qu'elles mentent. Nous pouvons dire quand elles n'ont pas fait preuve de professionnalisme, qu'elles ne sont pas professionnelles. Voilà tout. La question de Raga sur la fermeture de Bunagana, est-ce que ça lave l'Ouganda? Non, je pense que vous ne m'avez pas bien suivi. J'ai dit que nous apprécions cette décision. J'ai dit que nous la saluons parce qu'elle va dans la bonne direction. J'ai dit qu'elle a été prise en réponse à une requête du gouvernement et du président de la République démocratique du Congo. Mais j'ai en même temps dit que pour nous permettre d'arriver à une lecture définitive des conclusions du rapport impliquant ce pays voisin qu'est l'Ouganda, nous attendons plus. Nous attendons qu'au-delà de cette fermeture de Bunagana, que le gouvernement ougandais prenne position vis-à-vis des ressortissants ougandais cités dans le rapport des experts des Nations Unies comme prenant part à cette agression. De cette réaction du gouvernement ougandais dépendra la conclusion que nous prendrons par rapport à sa responsabilité en tant que gouvernement ou à sa non-responsabilité, étant entendu qu'il est fort possible que des individus criminels agissent indépendamment de leur gouvernement. Contrairement au Rwanda où nous avons toutes les preuves accumulées, parce que le Rwanda a pris fait et cause pour ces officiels qui ont été cités, ne les a pas blâmés. Donc nous avons donné le temps à l'Ouganda de prendre une position. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut laver le fait de fermer une frontière, c'est un acte positif, mais pour arriver à une conclusion qui dédouane ce pays par rapport à ce que les experts ont dit, nous avons dit ce que nous attendions, et je l'ai répété d'ailleurs dans mon propos. Est-ce que nous irons jusqu'à rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda parce que vous estimez que cela va arrêter la guerre? Croyez-moi, si le simple fait de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda pouvait mettre fin automatiquement aux souffrances qu'endurent nos populations, nous l'aurions fait depuis belle lurette. Mais je ne crois pas que ce simple fait de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda soit de nature à mettre fin aux souffrances de nos populations. Bien au contraire. Il y a des actes peut-être que les agresseurs n'osent pas poser parce qu'il y a encore ces contacts. Minimal bien sûr. Leurs officiers sont en ce moment même à Goma, j'ai attiré l'attention là-dessus. Leurs officiers sont chez nous, mais des gens qui les soutiennent nous attaquent à Kibumba. Donc il y a moyen d'exercer des pressions, même par d'autres pays
qui partagent avec nous ces réunions à la CIRGL sur les délégués rwandais pour obtenir de leur part la fin de ces aventures criminelles qui sont en train de développer dans notre pays. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à la conviction qu'en rompant les relations diplomatiques, nous résolvons le problème dans le sens que nous recherchons, c'est-à-dire imposer la paix dans cette région des Grands Lacs. Lorsque le moment sera venu, nous vous en préviendrons, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. On peut rompre des relations diplomatiques, cela peut se faire. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette conclusion que c'est nécessaire pour nos objectifs. La nationalité de Makenga, ce n'est pas au gouvernement à vous donner la nationalité d'un individu qui prétend qu'il a notre nationalité, alors qu'il y a des sources qui estiment qu'il a une autre nationalité. Dans ce cas, c'est souvent la justice qui identifie. Makenga a des dossiers criminels importants. Makenga est destiné à être arrêté tôt ou tard. La première chose que l'on fait lorsqu'on arrête quelqu'un, que ce soit à La Haye, ou à Kinshasa, ou à Bukavu, ou à Goma, c'est l'identification de la personne. Eh bien, à ce moment-là, on l'identifiera, et dans l'identification, la nationalité est toujours donnée. Je pense que la justice nous dira exactement de quelle nationalité il est. Le fait qu'il ait changé de nom, qui s'appelle Ruzandisa, et que maintenant il se fasse appeler Makenga, peut paraître suspect, mais ce n'est pas cela qui, juridiquement, peut nourrir le fait qu'il est congolais ou pas congolais. Parce qu'on peut être congolais et changer de nom. Cela s'est vu. Les criminels changent de nom, même lorsqu'ils appartiennent à la même nation. Donc c'est un problème de justice sur lequel le gouvernement ne peut pas donner une position vraiment définitive. La dernière question de ce tour, c'est sur Kacha. Que Kacha est réintégré, nous disons c'est une bonne chose. D'autres chefs des groupes armés l'ont accompagné, nous disons également que c'est une bonne chose. Mais le fait de dire que c'est une bonne chose ne veut pas induire que nous allons les réintégrer dans les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est tout d'abord un Congolais qui a reçu un message de ces différentes forces qui ont été mobilisées par le président et le gouvernement, société civile, confessions religieuses, chefferies traditionnelles, qui ont agi pour les convaincre de se désolidariser de ceux dont ils étaient les complices jusque-là pour détruire leur pays. C'est déjà un pas. Nous considérons que ces leaders naturels du Kivu ont réussi quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est à nous à décider. Nous, c'est-à-dire, il y a l'armée elle-même. Est-ce qu'elle les accepte dans ses rangs? Ça m'étonnerait. Il y a la justice. Est-ce qu'il y a des dossiers qui permettent que l'un ou l'autre ait à s'expliquer? C'est la justice qui va décider, ce n'est pas le gouvernement qui va donner un ordre à la justice va décider elle-même ce qu'il faut faire. Le gouvernement, est-ce que ces gens qui sont venus avec peut-être des familles, d'autres personnes qui sont leurs dépendants, ont besoin d'un soutien, ne fût-ce que pour rester en vie, puisque même des prisonniers, on les nourrit? Là, le ministère des Affaires humanitaires a des choses à faire. Voilà, chacun doit faire sa part et chacun indiquera, selon la répartition institutionnelle des responsabilités, ce qu'il compte faire pour gérer cette reddition de Makenga et d'un certain nombre de chefs, de seigneurs de guerre qui sont arrivés hier à Bukavu. Prenons le dernier groupe, TV5 Congo. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais savoir comment réagit le gouvernement au rapport qui a été publié hier par les bureaux conjoints des Nations Unies pour le droit de l'homme, qui fait état de près de 300 personnes qui ont été tuées dans le territoire des Massissi par les groupes armés, les Nyatura et les Raya Mutomboki. Comment vous réagissez à ce rapport dans lequel il est demandé au gouvernement de mener des enquêtes pour traduire en justice les auteurs de ces actes? Et puis, comment le gouvernement compte combler le vide sécuritaire laissé par la traque de M23? Parce que selon les rapporteurs, justement, la résurgence de groupes armés s'explique par le fait que le gouvernement, plutôt l'armée régulière, traque le M23. Merci. Congo F.
Élisée Odia, Congo Web Télévision, au regard de différentes réunions au sein de la CIRGL qui se sont tenues et qui se tiennent actuellement, à quand le gouvernement congolais estime-t-il le déploiement de la force neutre? Et une deuxième question peut-être en rapport avec votre ministère qui est de médias, c'est si on peut avoir des éclaircissements en rapport avec la gestion de la télévision numérique terrestre, les attributions qui reviennent au ministère de PD-Antique et ceux qui dépendent de votre ministère. Et une toute dernière question, c'est de savoir comment allez-vous, monsieur le ministre, au regard des spéculations qui font état de... qui remettent en cause votre état de santé. Oui, antenne 1. Alain Kyoko-Antena. Monsieur le ministre, j'aimerais d'abord connaître les vraies causes des attaques de ce matin à Kibumba. Est-ce que vous avez eu vent de cela? S'agit-il d'une attaque pour prendre la ville de Goma par le M23? Et puis, qu'est devenue la médiation de la CIRGL? On en parle de moins en moins. La force neutre internationale reste à venir, ou il y a une autre option qui a été prise par rapport à cela? Julie Sefou, Biwan, comment le gouvernement réagit à l'appel de Jean-Pierre Bemba Gombo qui justement appelle à la cohésion nationale alors que selon le gouvernement, selon son porte-parole, normalement la cohésion nationale existe déjà, c'est même l'arme qui fait que nous puissions résister par rapport à l'agression. Alors, est-ce une interpellation? Parce qu'en même temps, il demande aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette guerre. Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait entre le Premier ministre et le directeur de cabinet du chef de l'État? Parce que nous aurions appris qu'ils seraient en conflit. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements de la part du porte-parole du gouvernement? Jeune Condé, journaliste La Prospérité. Monsieur le ministre, les femmes victimes de violences sexuelles internées à l'hôpital de Panza Bukavu sont en pleurs et réclament le retour du docteur Denis Mukwege, aujourd'hui en exil à l'étranger. Et ces derniers conditionnent son retour par la garantie sécuritaire qui doit lui être rassurée par le gouvernement. Et non pas seulement lui seul, mais à toute la population. De deux, monsieur le ministre, l'opinion voudrait savoir le but du voyage européen du Premier ministre Matata Ponyo, notamment en France. Est-ce pour aller tendre la main pour solliciter un peu de l'aide afin de parachever le processus électoral, ou c'est pour aller enterrer la hache de guerre verbale enclenchée lors du dernier sommet de la francophonie? Merci. Nous prenons le dernier intervenant, la presse écrite. Merci, c'est Simon Kinsangala pour le compte du journal Le Palmarès. Excellence, vous avez la gestion des relations avec le Parlement. Vous avez la gestion des relations avec le Parlement. Ma question est de savoir si vous avez une cellule d'études pour un peu plus de contact avec des députés, notamment ceux du Nord Kivu ou du Grand Kivu, pour dire allusion faite à l'intervention de l'honorable Bitakwira, qui avait des très bonnes idées, mais sauf qu'il n'avait pas suffisamment de temps. Merci. C'est bon, en son excellence de réagir. La première question de la série nous est venue de TV5. Quelle est notre réaction au rapport du Bureau de coordination des droits de l'homme des Nations Unies sur les 300 tués par les groupes armés Raïa Mutomboki et Nyatura? Il est évident que le gouvernement condamne de la manière la plus catégorique ces atrocités qui sont commises par des criminels sur des populations sans défense dans cette partie du pays, des criminels qui profitent du fait que les forces armées sont occupées à endiguer l'agression qui vient de l'extérieur, et donc des criminels qui sont en intelligence objectivement avec les agresseurs. Nous condamnons cela, nous sommes d'accord avec les conclusions
du Bureau de coordination des droits de l'homme des Nations Unies quant au fait que ces actes doivent être sévèrement et le plus sévèrement possible réprimés. L'auditeur militaire qui est basé, auditeur supérieur des forces armées qui est basé à Goma est déjà actif dans la collecte des informations qui lui permettront de lancer incessamment des poursuites contre les personnes qui sont accusées de ces forfaits, et soyez sûrs que ces poursuites auront lieu. Probablement qu'on va les commencer au Kivu et les finaliser à Kinshasa pour des raisons de sécurité, mais le gouvernement ne tient pas à laisser impunis de tels crimes contre notre peuple. Alors le vide qui est créé par la situation de guerre dans le Rutshuru, à Masisi, et dont ces bandits profitent pour écumer des villages et s'en prendre à de paisibles citoyens, sera comblé par les recrutements que le président de la République et l'état-major général ont lancés et qui se déroulent sur l'ensemble du territoire congolais. Le recrutement au sein des forces armées, ce n'est pas des forces qui viendront de l'extérieur, qui vont combler les vides dans nos villages, dans nos territoires, dans nos secteurs. C'est les FARDC, avec du sang neuf, avec des jeunes éléments qui sont encore dans la force de l'âge, qui seront appelés en contribution pour sécuriser leurs concitoyens. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques mois, le gouvernement, le chef de l'État, l'état-major ont lancé une opération de recrutement généralisée à travers le pays. Congo Web nous demande si la CIRGL est active. Oui, je l'ai dit dans mon texte d'introduction, pendant qu'on nous attaque à Kibumba, 22 experts militaires venus des 11 pays membres de la CIRGL sont réunis à Goma, y compris les Rwandais. Il y a 2 officiers rwandais qui sont en réunion avec leurs 10 autres homologues à Goma, sous la présidence de l'Ouganda, parce que jusqu'en décembre, c'est eux qui assument la présidence, pour finaliser le texte d'évaluation des forces négatives auxquelles la force neutre internationale aura à faire face. Donc le travail se poursuit. Et la force neutre est toujours à l'ordre du jour. Les chefs d'État se sont donnés jusque fin 2012 pour pouvoir la déployer. Nous sommes encore mi-novembre. Je pense que d'ici fin décembre, nous aurons des informations beaucoup plus détaillées sur le déploiement de cette force internationale neutre. Pour ce qui est de la TNT, la télévision numérique terrestre, je pense qu'il y a une tendance chez certains de vos confrères à vouloir créer des tensions là où il n'y en a pas. Nous sommes un gouvernement qui est univoque, nous sommes solidaires, mais il s'agit de télévision. Et le ministre de la télévision, c'est le ministre des médias. Mais un ministre, quel qu'il soit, bénéficie toujours de la synergie de tous les autres ministères. Lorsque nous sommes dans ce bâtiment, il est évident que si j'ai des problèmes de toit qui fuit ou de fenêtres cassées, je n'ai pas dans mon ministère des spécialistes pour arranger des toits ou d'arranger des vitres qui sont cassées. Je fais une note à mon collègue des ITPR qui m'envoie des spécialistes des infrastructures pour réparer le bâtiment. C'est ça la synergie. Lorsque je veux déployer la télévision numérique terrestre, migrer de l'analogique vers le numérique, mais il est évident qu'il y a un collègue ministre qui a la gestion des fréquences. Les fréquences, ce n'est pas la télévision. Les fréquences, c'est la radio, c'est la télévision, c'est les PTT, les phonies, les téléphones, etc. Mais dans ce secteur-là, je lui écris, je demande sa collaboration pour qu'il puisse nous assister dans le domaine qui est le sien. Lorsque la RTNC 1 ou la RTNC 2 sont menacés par des malfrats ou quoi, moi je n'ai pas une unité dans mon service qui s'occupe de sécurité. J'écris à mon collègue de l'intérieur, voulez-vous s'il vous plaît déployer des policiers, nous sommes menacés, et dans la synergie, il m'envoie des gens. Ça ne veut pas dire que j'ai un conflit avec lui, etc. Non, c'est moi qui définis mes besoins, et
je bénéficie de la synergie d'un autre collègue ministre. Alors, j'entends des journalistes parler contenant, contenu. Est-ce que vous avez vu un ministère chargé du contenu des médias ici? C'est le ministère des médias qui a en charge le contenant et le contenu, et qui bénéficie de la synergie d'autres ministères. Il n'y a pas un ministère qui est partiellement compétent et un autre, non, le ministre est chef de son ministère, lisez la Constitution. Donc cessez d'allumer des feux là où il n'y a pas lieu d'allumer des feux. Nous collaborons avec tous les segments du gouvernement qui ont quelque chose à nous apporter, mais le ministre de la télévision, comme le ministre de la radio, comme le ministre du secteur de la presse écrite, c'est le ministre des médias. Alors, si le ministère des médias ne s'occupe que du contenu, ça veut dire aussi que pour la presse écrite, prenons la CP, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du contenant. Alors c'est qui s'occupe du contenant de la CP, si ce n'est pas le ministère des médias? Alors ce principe contenant-contenu ne vaudrait que pour la télévision, pas pour la presse écrite? Donc cessez de chercher le sexe des anges inutilement. Nous allons continuer à collaborer avec tous les amis. C'est comme ça qu'un gouvernement normal fonctionne. Alors, les spéculations sur mon état de santé. Mais quelles spéculations? Tantôt, j'ai fait un AVC, n'est-ce pas? Tantôt, on m'a agressé. Il y a un jeune député qui m'aurait agressé. Tantôt, c'est même mes gardes du corps qui m'auraient agressé. Mais finalement, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne comprends plus rien. Non, je n'ai pas fait d'AVC. Non, je n'ai été agressé par personne. J'ai fait une goutte qui m'a créé un problème au pied droit. Je voulais aller en Afrique du Sud. Le chef de l'État m'a donné un lift dans sa bonté, dans sa gentillesse, pour que j'aille plus vite et que je revienne. Et lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud, on m'a dit que les injections qu'on m'a données à Kinshasa avaient résolu le problème du caillot qui s'était formé dans une veine de mon pied droit et qu'on n'avait même plus besoin d'utiliser les radars pour me soigner. Et on m'a dit de rentrer. Et je suis rentré sur le pied, nous sommes en train de travailler. Donc voilà les informations. Mais il me semble que beaucoup de gens sont préoccupés par ma santé. Je les remercie vivement pour ceux qui avaient des intentions très positives. Et quant aux autres, s'il y a des gens avec qui j'ai fait un pari pour dire que jamais je ne tomberai malade, qu'ils se fassent connaître. Moi, je paye toujours mes dettes. Je vais payer. C'est vraiment ridicule, c'est infantile. Alors, la question concernant celle d'Antenne A sur les vraies causes des attaques de ce matin à Kibumba, bon, je serais vraiment dans l'incapacité de vous donner une réponse, parce que cette réponse appartient aux assaillants. C'est eux qui savent qu'est-ce qui les menace. Est-ce que ce n'est pas la proximité de conclusion du comité des sanctions des Nations Unies qui semble ne pas rejoindre certaines attentes de ceux qui font des pressions, qui envoient moult délégations à New York, qui n'ont pas impressionné les auteurs du rapport? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que c'est un souci de mettre la pression sur ceux qui se réunissent à Goma pour les amener à faire des choses qui ne généraient pas beaucoup ceux qui sont à la base de cette agression? Bref, nous ne pouvons nous donner qu'à des supputations. Mais vous donner une réponse, j'en serais tout à fait incapable. La médiation de la CIRGL, je crois qu'entre le Rwanda et nous, la CIRGL agit beaucoup. Et je pense qu'elle agit aussi dans le sens de nous aider à éradiquer les forces négatives, parce que le plan d'opérationnalisation a été adopté au niveau des 11 pays. Maintenant, il va être présenté à Addis Abeba au comité qui s'en occupe de l'Union africaine, avant de monter vers New York au Conseil de sécurité, qui seul a le pouvoir de libérer une action militaire d'envergure, notamment le déploiement de la force internationale. Donc, la CIRGL est active et la force neutre internationale est à l'ordre du jour, puisqu'ils sont encore, au moment où nous parlons, à Goma, avec nos officiers. Et je dois vous dire que des choses ont été demandées à la République démocratique du Congo, si tant est qu'elle voudrait que les choses aillent vite, en termes logistiques et en termes financiers. Et nous avons répondu présent. Nous sommes prêts à donner notre contribution parce que c'est notre pays.
Plusieurs pays ont annoncé leur participation en termes de contribution de troupes. Nous les en remercions, il y en a de plus en plus. Donc, nous espérons que d'ici fin décembre, nous aurons une nouvelle concrète concernant le déploiement de la force internationale neutre. B1 nous demande notre point de vue concernant l'appel de M. Jean-Pierre Bemba à la cohésion nationale. Mais qui pourrait condamner ou refuser une telle bonne disposition? Jean-Pierre Bemba est un Congolais, il est en difficulté aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, il n'empêche que c'est un Congolais, qui a des idées sur son pays, qui a, le fait est suffisamment rare pour être souligné, lancé un appel à l'unité nationale. Parce qu'on avait plutôt des relations d'antagonisme entre le pouvoir et Jean-Pierre Bemba. Pour une fois qu'il y a un appel qui va droit aux intérêts nationaux, il dit « Soyons unis face à la menace qui se déploie à l'horizon », ce n'est pas le gouvernement qui va condamner cela. Le gouvernement est satisfait de voir que de plus en plus de Congolais quittent le mode du conflit, le mode du conflictuel, pour prendre conscience de la gravité du danger devant lequel la nation se trouve. Voilà le point de vue du gouvernement par rapport à cette position qui a été prise par le président du mouvement de libération du Congo. Alors, il demande au gouvernement de prendre ses responsabilités pour mettre fin à cette guerre. C'est ce que le gouvernement n'a pas cessé de faire. Dès le premier jour, le gouvernement s'est déployé, aussi bien militairement, diplomatiquement que politiquement, pour mettre fin à cette agression. Et militairement, vous en avez un exemple ce matin, il vient de mourir 6 assaillants, ils ne sont pas morts par un coup de tonnerre ou de je ne sais quoi. Quelqu'un a tiré sur eux au moment où ils attaquaient la République démocratique du Congo. C'est le FARDC, c'est le gouvernement qui organise la résistance, qui organise la défense des intérêts nationaux. Un conflit entre le Premier ministre et le directeur de cabinet du chef de l'État, mais où est-ce qu'on va chercher cela? Il y a chaque jour, entre les différents segments du gouvernement, de la présidence, du Parlement, des échanges, des consultations, des notes techniques, des mémorandums sur le fonctionnement des différents secteurs de l'État. Ce n'est pas le fait qu'il y ait eu un mémorandum de la présidence sur des problèmes concernant le BCECO et que le BCECO a eu, dans une vie antérieure, le Premier ministre comme son directeur général. Souvenez-vous qu'entre-temps, il a été ministre des Finances et maintenant il est Premier ministre, que du coup, BCECO égale Matata, donc on fait une note sur BCECO, c'est-à-dire on a un conflit avec Matata. Non. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher la petite bête. Il n'y a aucun problème entre le Premier ministre et le directeur de cabinet du chef de l'État. Tenez-le vous pour dit, et c'est à bonne source que je vous dis cela. La prospérité nous parle du retour du docteur Mukwege à Bukavu. Le docteur Mukwege a été attaqué. Nous avons été profondément choqués par cette attaque de quelqu'un qui rend d'éminents services à notre communauté. Ce que fait le docteur Mukwege a toujours reçu les encouragements du gouvernement et du président de la République. Donc en aucun cas, nous ne pouvons souhaiter qu'il arrive malheur à ce digne fils de notre pays. Toutes les dispositions sont en train d'être prises. Peut-être n'a-t-on pas évalué correctement les dangers auxquels il devait faire face, aussi bien lui-même que ses patientes. Parce qu'il y a des gens qui sont soucieux de faire disparaître des témoins. Ce n'est pas exclu. Et donc maintenant, il y a une évaluation. Cette attaque qu'il a subie nous a permis de réévaluer le niveau de sécurité qu'il faut donner aussi bien au docteur Mukwege lui-même qu'à la structure qu'il est en train d'animer. Et je ne doute pas que bientôt, il va pouvoir rentrer
parce qu'on va lui donner toutes les informations concernant le dispositif qui va être déployé pour sa protection et pour celle de ses patientes et de son établissement qui rend d'énormes services à la nation. Le but du voyage en Europe de Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est pour enterrer la hache de guerre? Nous ne sommes pas en guerre contre la France, à ma connaissance. Le but est le même que celui qu'il a poursuivi lorsqu'il est allé en Belgique, lorsqu'il est allé en Allemagne, c'est de relancer les relations de coopération entre notre pays et ses partenaires traditionnels. On oublie un peu souvent que nous avons de nouveaux partenaires, mais nous avons toujours mis un point d'honneur à ne pas rompre, à ne pas affaiblir le lien qui nous unit à nos partenaires traditionnels. C'est avec ces Belges, ces Français, ces Allemands que nous avons cheminé, même les Américains, pendant très longtemps, avant de découvrir d'autres horizons. Et donc, un tien vaut toujours mieux que deux, tu l'auras. C'est pourquoi il faut réchauffer. Et les contacts sont faits pour réchauffer ces relations traditionnelles qui, parfois, se relâchent un peu au gré des épreuves. La francophonie telle qu'elle a été gérée a été un moment d'épreuve. Heureusement qu'on en est sorti. Tout le monde a, à un moment donné, retrouvé la raison. Et donc, ce n'est pas du tout enterrer une hache de guerre, c'est plutôt consolider des liens de coopération qui existent. Et si tant est que la France peut apporter un soutien au processus démocratique, est-ce que nous allons refuser cela, dans la mesure où nous n'avons pas la prétention de tout faire par nous-mêmes, étant donné que nos moyens sont limités, le pays est immense, le processus électoral que nous avons entamé en 2011 n'est pas achevé. Si la France nous propose un soutien, soyez certains que nous l'accepterons. Mais ce n'est pas spécifiquement pour cela que le voyage a eu lieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons ou que nous entendons faire avec nos partenaires français. Et c'est pour tout cela que le Premier ministre, qui représente la RDC, le gouvernement de la RDC, est allé porter ce message-là de réchauffement des relations de coopération bilatérale et peut-être aussi obtenir de la France un appui par rapport à ce qui se passe aux Nations Unies. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'agression à l'Est, la France est après tout un État membre permanent du Conseil de sécurité qui nous a toujours soutenus dans l'élaboration de résolutions, dans la gestion de la problématique de l'Est. Il y a là une expérience, un savoir-faire qui mérite d'être mis à profit par la République démocratique du Congo. Enfin, la question du palmarès, les relations avec le Parlement, cellules d'études. Nous avons une coordination, nous avons même un tiers du cabinet qui est affecté aux relations avec les députés, avec les sénateurs, avec les assemblées provinciales, parce que nous avons aussi des responsabilités à ce niveau-là, voir la conformité entre les édits provinciaux avec la législation nationale comme principal conseiller législatif du gouvernement. Et donc, ce tiers de notre cabinet, qui est dirigé par des juristes, d'éminents juristes, est au contact permanent avec la représentation nationale, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, parce que le gouvernement n'est pas le gouvernement d'un groupe au Parlement, c'est le gouvernement qui doit travailler avec l'ensemble du Parlement. Et donc, il m'est difficile de vous dire si individuellement tel ou tel honorable député a des contacts avec nous, mais en tout cas, nous avons même des journées spécifiques ici, au ministère, où nous réservons notre temps essentiellement à des consultations avec les honorables députés, les honorables sénateurs et les députés des assemblées provinciales qui pensent à venir nous visiter et avec lesquels nous échangeons des consultations sur les problèmes d'intérêt commun liés à la législation. Donc des contacts existent. Si l'honorable Bitakwira n'a pas eu l'occasion de tout dire lorsqu'il s'est adressé à la Chambre, je pense que par le biais du président de l'Assemblée nationale, nous recevrons des informations sur ce qui n'aura pas été dit et qui va certainement être intégré dans ce qu'ils appellent résolution de l'Assemblée nationale.
et que l'on nous envoie systématiquement pour nous demander de faire en sorte de nous conformer à ces résolutions qui représentent quand même des décisions prises par la représentation nationale. Voilà, je pense ici avoir répondu à toutes les préoccupations de tous les journalistes. Je vous remercie. Eh bien, voilà, merci. Merci, amis téléspectateurs. Vous venez de suivre le point de presse de ces jours. Nous sommes le 15-11-2012. C'est le point de presse animé par le porte-parole du gouvernement, le ministre Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement. Un point de presse qui s'est éclaté en cinq aspects importants. D'abord, c'est le rapport final des Nations Unies sur l'Est de la République démocratique du Congo, un rapport qui apporte une nouvelle donne, ou des nouvelles donnes d'ailleurs, dans l'assiette de l'affaire, mais aussi à la réduction de quelques seigneurs de guerre au sud Kivu. Le ministre Mende Omalanga en a parlé, et en long et à large. Il a parlé aussi de la fermeture de la frontière entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda, à Bunagana. Le ministre Mende Omalanga a parlé aussi des sanctions contre le Rwanda et les rebelles du M23, tout comme les derniers rapports sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, rapport fait par le RENADOC. Ainsi donc, le ministre Mende Omalanga est revenu sur plusieurs sujets d'actualité. Nous les disons à l'ouverture. Ces grands sujets vont faire l'objet des grands sujets d'actualité toute la semaine, peut-être tout le mois d'ailleurs, en attendant que d'autres événements l'obligent à venir refaire un autre point de presse. Mais sinon, aujourd'hui, le média de la République démocratique du Congo, ou le média étranger qui fonctionne en République démocratique du Congo, auront posé toutes les questions d'actualité, sur l'actualité plutôt, mais aussi ont reçu de réponses. Je disais à l'ouverture de ces directs que nous étions une équipe de 5 personnes. Nadine Toto pour le Kikongo, Bobette Wakeba pour l'Ingala, Charlotte Kabanga pour le Tchoulouba, Nene Chika en Swahili et Guillaume Koukoumamengi Panji pour le français. Nous disons qu'avec eux, nous allons décortiquer justement ce point de presse du ministre Mende Omalanga. Nene Chika, je vais commencer avec toi en disant que quand on parle de l'Est, c'est pratiquement la partie où le Swahili est assez usé. Donc à ce moment-là, je me dis que le Swahili dont nous parlons, que vous parlez, pourrait davantage expliciter aux amis, à nos téléspectateurs qui nous ont suivis, de Kisangani jusqu'à Chabunda, ce qu'est dit le porte-parole du gouvernement. Nene. Asante wana Koukoumamengi Panji, kuwajulisha kama ni leo ndio hapa kuliweza kufanyika mkutano wa pasha habari pia watunga magazeti pamoja na waziri mwenye kusika na habari na upashaji Bwana Lambert Mende Omalanga, na kuwajulisha kama katika mazungumzo yake na wapasha habari aliweza kujulisha zaidi hali kupitikana katika mashariki mwa nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia aliweza kutoa ripoti ya mwisho ya Jamhuri ya Madola kufuatana tu na hali kupitikana huku mashariki mwa nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ripoti hii kuliweza kupatikana nukta 5. Nukta ya kwanza ilikuwa zaidi kufuatana tu na hali hii gisi tunavyojua hali kupande huu wa mashariki mwa nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufungwa kwa mipaka za udongo kati ya nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mpaka udongo na nchi za Uganda, zaidi pale kijiji itwayo Bunagana, zaidi upande huu wa mpaka za udongo kati ya nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda. Kujulisha pia kama nchi ya Ubelgiji iliweza kutoa mpango ya kukata kabisa uhusiano pia mapatano zaidi kati masaidiano kawaida kati ya nchi ya Ubelgiji pia nchi ya Rwanda. Gisi tunavyojua wafuasi wa penzi, nchi ya Rwanda ndio imeendelea kushambulia nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuona kama wanatia mkono katika wabeberu ama fujo na vita inaofanyika na wabeberu wa M23. Serikali ya nchi ya Rwanda imetia mkono kuwasaidia pia kupatikana katika ushambulizi hii, na kujulisha kama ushambulizi ya nchi ya Rwanda katika nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumekwisha kudumu siku 223 na mafasirio kawaida ndio tutaweza kuendelea kuwajulisha na ndugu Nadine Toto.
Mampangelo zolo mbote na beno yonso ya teleka betu mekuma na ntuka ya lukutakano ya kilumbu abubu betu mekatuka kulanda kinati ya ndinga ya Luya Lumbuta Lambert Mende Omalanga yandi pesaka bamambu tanu ya mfunu na mingi penda na mambu kena kuluta na este insi na beto jambo antete ya vondaka la polo ya ntuka ya Nations kato kupesa na luzingu ya este ya RDC ya zoli ya vondaka mingi penza kitumbu bafana pesama na bantu na kusala bivonza na este République démocratique du Congo jambo atatu ya vondaka ndilu ya Bunagana yake na kuvukisa Uganda na RDC pe luzingu ya badasuki mingi penza ya M23 pe jambo ya Renadok yake na kumuna na ntemo yonso ti ba Rwanda baonde bakena kunwanisa beto kasi bakena kuswamina na manima ya M23 Mpambave basoda ya Rwanda M23 ya bakena bandilu bamelua la mputa bakena kubaka lusadisu na Kigali ya sereka la polo ina memonisa yao pe bakena kufua bakena kuzika bao na Rwanda Bosco Tanganda ya ikele mingi penza mfumu nene nikena kutolisa bisalu ya kubebisa inti na beto ya mesuka vanave mbuta makengo pe Laurent Kunda ya beto banzakati ya ndike na maboko ya bazuzi ya inza kasi yandi kwenda kabilumbu lutaka kwenda katala mutindu badasuki ya M23 bakena kuzinga na ina metala mingi penza mambo metala mingi penza luzingu ya badasuki na SB Franza bati colonel Kahasha Foka Mike pe bimfuka 35 makwenda kabika ya bau minduki na ntwala ya gouverneur ya province ya Sud Kivu mingi penza mbuta si chambo betu bati bameso na dia kave kutodisa mvolangana na Est République démocratique du Congo yakele mbono sono ya ilu yalo inti na beto kena kusiamisa jambo atatu ya vondaka ndilu ya Bunagana yakena kuvukisa RDC na na Uganda ya cheleka luyalu kena kuzona tina atako Uganda mekanga ndilu ina kasi Uganda fona pesa kitumbu na bantu yeba kena kusala ya imbi imbu lutaka Belgique mangaka kupesa lusadisu ya makesa na Rwanda kasi pe fona zabati na manima Belgique États-Unis pe Nations Unies mebaka pe balukanu ya ngolo ya kulandila mbote colonel Makenga yake na kutolisa bisalu ya imbi na ndambu ya este ina vondaka mwandambo wa mambu betu tubaka betu landaka na nzila ya mbutala. Sauve la vie de mère, de nouveau-nés et des enfants. La planification familiale